Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire consacré à la présentation des principales fonctionnalités de votre espace adhérent. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je me présente, je suis Manuel Tavares, je suis directeur de la CST, votre service de santé au travail. Ce webinaire vous sera présenté par Monsieur Jérémy Ougier, infirmier en santé au travail, et Monsieur Laurent Mercatoris, responsable du service de prévention et de formation. Comme vous le savez sans doute, l'accès au portail adhérent a été mis en ligne le 20 janvier 2021. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter les principales fonctionnalités. En ce qui concerne les modalités pratiques liées au déroulement de ce webinaire, vos micros sont pour le moment coupés pendant la présentation. Vous avez la possibilité de demander la parole en cliquant en bas de votre écran sur « Lever la main ». Vous pouvez également poser des questions par écrit en cliquant en bas de votre écran, sur « Questions-réponses ». Nous allons essayer de répondre à vos questions au fur et à mesure. Et en fin de présentation, nous vous proposons de consacrer un temps d'échange pour faire le point sur les dernières questions qui sont restées sans réponse. Je précise que ce webinaire est enregistré et un lien vers le replay sera disponible et transmis à l'ensemble de nos adhérents. Sans plus attendre, je passe la parole à Monsieur Jérémy Ougier pour une présentation des principales fonctionnalités de votre espace adhérent. Jérémy, c'est à vous si vous voulez bien. Oui, je veux bien, il n'y a pas de souci. Bonjour à tous. Alors, merci d'être présent ce soir. Et du coup, comme l'a dit Monsieur Tavares, l'objet de ce webinaire, ça va être de vous présenter un petit peu les principales fonctions de l'espace adhérent. Donc, on a vu qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui sont peut-être déjà connectés, qui ont peut-être déjà essayé de regarder ce qu'on peut y faire. Et ce soir, on va vous apprendre et vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Donc vous avez vu que faire la liste là et faire la déclaration des effectifs, ça va vous changer que de prendre les listes, de rayer les noms, de renvoyer au service de santé au travail. Et jusqu'à maintenant, c'était long pour vous et pour nous. Aujourd'hui, en fait, le portail adhérent, il va vous proposer vraiment de pouvoir faire ça même au fil de l'eau. Et vous allez voir que votre déclaration des effectifs, elle pourra se faire en quelques clics. Et pour ça, une mise à jour optimale qui se fait sur la liste de vos salariés quasiment au quotidien ou quand vous avez des entrées et des sorties à faire. Alors, rapidement, voilà un petit peu le plan du webinaire. Donc, d'abord, vous montrer comment on peut mettre à jour ces coordonnées, vous dire aussi qu'il y en a certaines que vous ne pourrez pas changer et ce sera au service adhérent de le faire. Comment mettre à jour la liste des postes de travail, comment créer de nouveaux salariés, et également comment modifier des informations concernant des salariés. Donc, j'ai déjà vu une question là sur des CDD, CDI, des contrats de travail, des expositions, etc. etc. Comment sortir les salariés qui ne font plus partie de l'effectif. Comment valider sa déclaration d'effectif là pour cette année, donc pour 2021. Comment visualiser ses factures et voir la liste des consultations et absences et faire une demande de rendez-vous. Donc, ces choses-là sont les principales fonctions du portail et on va les voir du coup ensemble, juste pour moi le temps de changer d'écran. Et ça va être celui-là. Alors là, normalement, vous voyez le portail adhérent tel qu'il est. Alors, première chose qu'on peut vous montrer, c'est aujourd'hui, il est possible d'aller sur votre espace adhérent directement depuis notre site internet. Donc, vous avez vu que notre site internet fait aussi un petit peu peau neuve, qui a différents onglets qui apparaissent notamment au niveau haut sur le Covid, sur l'e-learning et sur l'espace adhérent. Et depuis notre site internet acsc-strasbourg.com, vous aurez accès à votre espace adhérent et il suffit de cliquer dessus pour vous envoyer vers la page de connexion. Vos identifiants vous ont été envoyés par mail. Donc, pour certains qui ont des cellules mères et filles, vous avez parfois des identifiants avec ce symbole-là qui apparaît, donc ce qu'on appelle le pipe, la barre droite. Et donc, pour ça, on vous conseille de faire un copier-coller des identifiants ici pour éviter à devoir le retaper. Mais si vous souhaitez le retaper, sachez qu'il suffit de taper simultanément sur la touche Alt-Gr sur votre clavier et la touche 6 qui vous fait du coup le pipe. Et le pipe, ce n'est pas un slash.
Alors peut-être Jérémy, juste rappeler que l'identifiant, en fait, c'est ni plus ni moins que le code adhérent, en fait, hein, chez nous, dans notre usage. Donc votre numéro d'adhérent, ce sera votre identifiant. Après, le mot de passe, ça peut être quelque chose d'un peu plus exotique qui a été généré automatiquement. Il peut y avoir des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules. Il est important de respecter la casse sur les mots de passe. Donc si c'est en majuscule, saisir en majuscule. Si c'est en minuscule, de même. Mais sinon, tout devrait bien se passer. Si au pire du pire, vous rencontrez un souci avec le mot de passe, vous avez la possibilité de le régénérer. Est-ce que tu peux montrer, Jérém, s'il te plaît? Voilà. Oui. Alors, il suffit de cliquer sur l'interface, du coup, mot de passe oublié. Et vous allez aller sur une nouvelle interface où ça vous demandera votre identifiant, donc qui est le numéro d'adhérent et l'adresse mail de référence que nous avons quand nous avons envoyé le mail, des adresses de convocation. Donc, ce sont les personnes qui sont en contact notamment avec les assistantes de santé au travail et donc qui vont faire les demandes de rendez-vous chez nous. Et donc, c'est cette adresse mail qui sert en fait de récupération de mail. Et ensuite, le petit calcul. Mais si vous êtes arrivé jusque-là, le petit calcul ne devrait pas poser trop de soucis. Alors, dernier point, évidemment, une fois que vous aurez régénéré votre mot de passe, nous, évidemment, de notre côté, on ne sera plus en mesure de vous donner le nouveau mot de passe. Nous, on ne connaît que le mot de passe initial qu'on vous a communiqué par email. Dès que vous le changez, le modifiez, c'est fini, on ne pourra plus vous aider. Voilà, merci. Jérémy, je te rends la parole. Tout à fait. Et on va rester dans le mot de passe tant qu'à faire, parce qu'une fois que vous êtes connecté, vous avez toujours la possibilité de modifier votre mot de passe pour ceux qui ne veulent pas forcément avoir des majuscules, minuscules avec des WX320. Vous allez cliquer sur Mon compte, changer le mot de passe, et vous devrez du coup mettre le mot de passe actuel et vous recréer un nouveau mot de passe. Et là, effectivement, ce que M. Mercatoris vient de dire, c'est qu'on n'aura plus du tout accès à vos mots de passe et que si vous le perdez, vous devrez passer par l'intégration du mot de passe oublié. Jérémy, juste un petit rappel peut-être éventuellement sur les règles de sécurité, sur les mots de passe, qu'est-ce qu'on leur conseille de faire? Alors, on vous conseille de ne pas les divulguer non plus à tout va et puis d'avoir au minimum une lettre en majuscule, minuscule, des chiffres et puis un symbole, genre un point d'exclamation, un point virgule. Ça vous permettra du coup d'éviter qu'on vous pirate votre compte tout simplement ou qu'on essaye de trouver quoi que ce soit. Voilà, c'est pas pour vous embêter qu'on fait compliqué, c'est pour votre sécurité, enfin en tout cas la sécurité de vos données. Voilà. Une fois, j'avais vu une main levée, mais peut-être qu'elle est redescendue. Une fois que vous êtes logué, du coup, vous venez sur la page d'accueil donc du nouvel espace adhérent et vous allez voir qu'on a essayé de simplifier la donne en ne mettant pas beaucoup de texte, mais des grosses icônes sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer et regarder un petit peu ce qui s'y passe. Donc, si je suis un peu le plan du webinaire qu'on a prévu, vous allez voir qu'on a du coup la gestion au quotidien des salariés, la gestion de mon compte et de mes documents, et mes interlocuteurs, donc les personnes qui vont pouvoir vous répondre aux besoins. Et enfin, quelque chose qui est très important et qu'on conseille fortement d'aller voir, c'est la foire aux questions. Et ça, on viendra après et ça permettra de répondre déjà à une partie des questions qui commencent à se poser. Alors, pour commencer, on vous a dit le premier truc à faire quand vous vous reconnectez sur le portail, ça va être de mettre à jour les coordonnées. Donc pour ça, rien de plus simple, cliquez juste sur mes coordonnées. Et ça va vous envoyer du coup sur un panel d'informations avec les coordonnées principales qui sont les coordonnées la plupart du temps du dirigeant d'entreprise. Les coordonnées de convocation, c'est les personnes qui va être notre interlocuteur vis-à-vis des visites médicales. Donc c'est ce que je vous disais, c'est ce mail-là qui est pris. Et les coordonnées de facturation qui sont les coordonnées de la personne qui va s'occuper de la paye, qui peut être interne si vous avez du coup une entreprise ou externe si c'est quelqu'un d'autre qui va gérer la facturation. Alors, vous voyez que les données où on a besoin de quelque chose, ou qui sont obligatoires, ce sont les données avec ce qu'on appelle les petites astérisques. Vous voyez aussi qu'ici, il n'est pas possible de changer certaines données. Et pour cause, si on ne voit pas, si on n'a pas d'alerte, c'est un peu compliqué, notamment quand c'est des données de facturation, quand une facture part et que ce n'est pas la bonne adresse. Donc, s'il y a des données à changer par ici, vous pouvez le faire. Vous pouvez rajouter directement des informations ou alors pas les supprimer parce qu'il nous faut forcément quelqu'un dans les trois contacts. Il nous faut aussi forcément quelqu'un dans les téléphones fixes qui peut être aussi un téléphone mobile. Il n'y a pas de différence. Et il nous faut également une adresse mail sur les 3 types de coordonnées. Ça peut être la même si vous êtes une très petite entreprise et que c'est la même personne qui est dirigeant d'entreprise, qui s'occupe des visites médicales et en plus de la facturation.
Voyez également que le numéro de SIRET, donc là, on n'a pas mis le numéro de SIRET, mais qu'il n'est pas changeable. Donc, si jamais vous devez changer le numéro de SIRET parce que votre activité change, vous devrez également contacter notre service adhérent pour que ce soit eux qui fassent la modification. Sur cette page-là, vous avez aussi vos référents en santé au travail avec le nom du médecin du travail qui s'occupe de vous, de l'assistante, donc c'est la personne qui va s'occuper de vous, notamment pour tout ce qui est visite médicale, et si un infirmier, eh bien, il y a un infirmier également. Et reprend votre centre médical, à quelle adresse il est, si jamais vous l'avez oublié, et également quel est l'email de contact pour le compte adhérent. Voilà. Jérémy? Oui. Je voulais juste apporter une précision supplémentaire. Effectivement, le numéro de SIRET n'est pas changeable parce que, en fait, la CST a une compétence géographique qui est limitée à l'Eurométropole et quelques communes autour de l'Eurométropole, et que votre numéro de SIRET peut changer pour différentes raisons, soit parce que votre entreprise a fusionné, et donc dans ce cas-là, c'est une nouvelle structure qui peut être créée et il nous faut des informations particulières. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre contact avec nous. Mais vous devez également prendre contact avec nous directement si vous changez d'adresse, pour nous permettre de vérifier si effectivement votre nouvelle adresse rentre toujours dans le cadre de notre agrément géographique, puisque si vous sortez de notre zone de compétence géographique, on doit faire le point avec vous et voir dans quelles conditions vous pouvez ou pas continuer à adhérer chez nous. Voilà. Je voulais également vous dire, Jérémy, il y a une personne qui a levé la main, effectivement, c'est Madame Mouillot, Valérie Mouillot. Oui. On peut peut-être déjà lui donner la parole, peut-être? Oui, bien sûr. Alors, allez, enfin, je crois que c'est à vous de le faire, du coup. Je pense que c'est fait. Madame Mouillot, vous nous entendez? Bon. En fait, Madame Mouillot avait levé la main parce qu'elle a posé un post sur le chat aussi en témoignant qu'elle n'avait pas encore reçu son mot de passe. Donc, je suis dessus. D'accord. Et tout de suite, on peut répondre aussi du coup à Madame Catherine Doguet. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs contacts, adresses mail dans l'entreprise? Alors, dans les coordonnées principales, non. En fait, vous pouvez rester qu'avec une seule adresse entreprise, une seule adresse mail. Parce que notre logiciel, en fait, si vous voulez, toutes les données que vous allez rentrer dans le portail vont être injectées la nuit dans notre logiciel de santé au travail. C'est bien pour ça que c'est intéressant. Et en fait, notre logiciel aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir plusieurs adresses mail dans un même compartiment. Et mais donc, on peut bien avoir 3 adresses mail différentes, une pour les coordonnées principales, une pour les coordonnées de convocation et une pour les coordonnées de facturation. Par défaut, quand vous allez les saisir, il va vous proposer de reprendre les mêmes, mais vous pouvez tout à fait mettre des nouvelles coordonnées dans chacune des cases. Tout à fait. Très bien. Donc, une fois que les modifications sont effectuées, vous cliquez, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer et confirmer du coup la modification. S'il y a des erreurs, eh bien là, vous le voyez, ça vous dira qu'il y a des erreurs de saisie et on va notamment la voir là dans le SIRET, qui n'est pas un SIRET. Donc moi, je ne peux pas me permettre d'enregistrer, par exemple. Mais de base, si vous êtes créé chez nous, c'est que votre SIRET existe. Ensuite, une fois que vos coordonnées sont mises à jour, on vous conseille de mettre à jour la liste des postes de travail. Et donc là, vous allez le retrouver dans la gestion quotidienne de mes salariés, gestion de mes postes de travail. Alors cet outil-là, ça va vous permettre, vous allez voir en fait l'intégralité des postes de travail qui sont actifs chez vous ou qui ont été actifs à un moment. Donc, une grosse entreprise, vous pouvez avoir 50, 70 intitulés libellés de postes. Dans des petites entreprises, vous en aurez peut-être que quelques-uns. Les assistantes avec qui vous travaillez vous demandent parfois de renseigner le code PCS aisé. Alors, si ça dit pas grand-chose, enfin, s'il y a des personnes qui ne voient pas très bien ce que c'est en fait le nom générique du poste de travail. Donc là, par exemple, ce serait le libellé INSEE, qui serait pour les agents nettoyage nettoyeurs. Ça, normalement, vous le retrouvez sur le site de l'INSEE. Et vous voyez que là, c'est en gras et que si vous cliquez dessus, eh bien, ça vous enverra directement vers le site de l'INSEE pour savoir quel est le code PCS pour vos postes de travail. Alors, ça rame un peu, mais je vous assure que ça fonctionne.
Alors, vous voyez que là, ce sont des postes qui sont cochés visibles. Ça veut dire qu'on va pouvoir les attribuer à des salariés qu'on va créer ou modifier. Vous voyez que là, c'est oui, donc c'est que ceux qui sont visibles. Quand je clique et que je mets non, on va voir du coup ceux qui ne sont plus attribués à des salariés et donc on ne peut pas affecter un salarié. Vous imaginez bien que le libellé ne veut rien dire et donc n'est pas attribuable à un salarié. Mais vous pourrez retrouver potentiellement des postes qui existent ou qui ont existé dans cette phase-là. Alors, à quoi ça sert cette zone-là? En fait, elle va vous servir à mettre à jour justement quand il vous manque, par exemple, des codes PCS aisés, donc les codes PCS, et que du coup, on vous demande un petit peu de les mettre à jour, histoire que les dossiers soient propres. Donc là, si on prend l'exemple d'un poste qui n'existe pas encore, votre entreprise grandit et vous avez besoin de recruter une secrétaire. Avant de créer le salarié, on vous conseille de créer le poste de travail. Et pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Ajouter ». Quand vous cliquez sur « Ajouter », une nouvelle page s'ouvre. Et donc là, vous allez taper le nom du poste tel qu'il sera mis sur la fiche de salaire. On vous demande à ce moment-là, dans le nom du poste, d'écrire en majuscule. Ça nous permet d'éviter les doublons, notamment dans le traitement des postes de travail. Donc, vous allez écrire « secrétaire ». Et ensuite, il va falloir affecter un code PCS aisé. Pour ça, quand vous cliquez dessus, ça va reprendre automatiquement le nom du poste de secrétaire et vous proposer des postes où le mot secrétaire existe déjà. Imaginez par contre que vous mettez secrétaire en charge de l'éducation de je ne sais pas trop quoi, bah forcément là, il ne va pas trouver ce que c'est. Donc, il faudra pour vous trouver le code INSEE référent à secrétaire. Une fois que vous avez trouvé le code PCS qui vous convient, cliquez dessus et vous allez voir que ça lui affecte un code. Si vous connaissez les codes PCS, donc les 3 chiffres et la lettre, vous pouvez également taper directement les 3 chiffres et la lettre. Et de cette fenêtre, encore une fois, si vous ne savez pas ce que c'est, en cliquant dessus, vous retournez de nouveau sur la page des codes PCS. Par défaut, le poste que vous allez créer va être visible parce que du coup, vous allez pouvoir l'attribuer par la suite. Et ensuite, il va falloir nous expliquer et cocher les risques auxquels le poste de travail va être exposé. Donc, toutes les personnes qui ont ce poste, à quoi ils vont être exposés. Alors, est-ce qu'ils vont faire des nuits? Est-ce qu'ils vont être exposés à des agents, ce qu'on appelle CMR, des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques? Est-ce qu'ils vont avoir des habitations électriques ou avoir de l'amiante? Oui ou non. Donc, à chaque fois, vous allez pouvoir cocher si la secrétaire va être exposée à de l'amiante, à l'électrique, etc., etc. Normalement, un poste de secrétaire, ça ne devrait pas avoir trop de risques particuliers. Et donc, pour ça, on a créé une catégorie qui est SIS, suivi individuel standard, donc non renforcé. C'est-à-dire que si vous cliquez là-dessus, ça veut dire qu'en fait, elle n'a aucun autre risque. Et c'est le cas de la majorité des secrétaires. Donc, vous renseignez que c'est un suivi simple et cliquez sur « Ajouter ». Et à ce moment-là, vous voyez que le poste de secrétaire, il apparaît dans la liste des postes de votre entreprise et qu'il est visible. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'affecter à un nouveau salarié. En fin de compte, votre secrétaire, on vous lui demander d'avoir son habilitation, enfin que toutes les secrétaires que vous allez engager, il faudra qu'elles aient leur habilitation électrique. Dans ce cas-là, vous pouvez modifier un poste de travail en cliquant sur l'intitulé. Ça va vous rouvrir la deuxième fenêtre. Donc, le nom du poste, vous pouvez le faire changer. Le PCS, à vous de voir s'il change. Et ensuite, vous allez pouvoir changer les risques potentiels au poste de travail. Et on a dit, elles ne vont plus être en suivi individuel standard. Elles vont avoir une habilitation électrique. Et pour ça, vous cliquez sur habilitation électrique et enregistrer. À quelle date on va le faire? À partir d'aujourd'hui. Et donc, toutes les secrétaires que vous allez engager, ça va proposer de prime abord l'habilitation électrique. Donc là, vous voyez, on a modifié du coup les postes de travail. La suite, ça va être de créer du coup les nouveaux salariés. Donc, bas de page. Jérémy, s'il te plaît, Monsieur Ougier, pardon, est-ce que je pourrais vous interrompre?
On avait une question là dans le fil de chat à propos du code PCS aisé sur la manière de pouvoir le récupérer via le site INSEE en fait et les éventuelles difficultés de connexion à ce site. Est-ce que tu aurais un mot à dire là-dessus éventuellement? On peut. Donc, vous voyez que quand vous allez cliquer sur les différents liens qu'on a fait, vous allez du coup arriver sur cette page. Vous voyez normalement la page INSEE là. Oui, je prends ça pour un oui. Oui, oui, oui. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez pouvoir reprendre le libellé ici. Après, si vous n'avez pas de service compta, en fait, dans votre entreprise, normalement, c'est lors de la création, même au niveau de l'URSSAF, où il y a besoin d'un code INSEE, et donc c'est votre comptable qui peut vous fournir les codes PCS. Donc là, comme vous le voyez en direct, ça rame un petit peu. Oui, vous voyez que c'est en attente du truc. Je comprends mieux les difficultés évoquées par la participante au webinaire. Ah oui, c'est le Ok. site. Voilà, donc on a des temps de réponse sur le serveur INSEE qui sont effectivement beaucoup trop longs. Jérémy, oui, effectivement, on pourrait vous envoyer ça tout à fait sur un fichier PDF. Avec un peu de chance, ça se trouve même sur notre site internet quelque part. Oh. Au pire, on peut le rajouter. On peut le rajouter très facilement et très rapidement, effectivement, peut-être un Dans fichier la fac Excel ou dans où la on a, SAI. où on a du coup l'intégralité des codes PCS et les libellés PCS à côté. Ça vous permettra, en faisant une recherche rapide, donc recherche rapide dans un document, vous faites un CTRL F et vous tapez du coup le début du nom que vous voulez. Ça vous permettra d'aller aux cellules qu'il vous faut. Ça, effectivement, on peut peut-être vous le préparer et ce sera disponible d'ici quelques jours. Voilà. Tac. Donc, je disais, en bas de chaque page, vous retrouvez en fait un bouton pour le retour à l'accueil. Ça vous évite de récupérer en fait le menu de côté qui là, voilà, où c'est écrit et nous on l'a plutôt fait de manière un petit peu visuelle. Donc, on retourne à l'accueil et donc l'étape 2, ça va être l'étape 3, pardon, ça va être de créer les nouveaux salariés. Donc, vous avez engagé des salariés en 2020 ou début 2021. Et donc, vous allez devoir créer les nouveaux salariés. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la liste de mes salariés. Et vous allez voir là l'intégralité des salariés que vous avez. Et donc là, j'ai 4 salariés et je vais en rajouter un. Donc, pour ajouter un nouveau salarié, il suffit de cliquer sur « Ajouter de nouveaux salariés ». Et là, vous allez voir qu'une nouvelle interface s'ouvre. On vous demande, là où vous pouvez, d'écrire en majuscule. Ça évitera, encore une fois, de traiter des homonymes. Et donc là, première étape, le prénom. Donc, vous voyez que là où il y a des astérisques, ce sont des données qui sont obligatoires. Le nom d'usage, si le nom de naissance et le nom d'usage est identique, il n'est pas utile de remplir les deux. Vous pouvez remplir juste le nom de naissance. Il faut mettre la date de naissance, du coup du salarié, le sexe, donc homme, femme ou indéterminé, et le numéro de sécurité sociale. Donc là, on a besoin de l'intégralité du numéro de sécurité sociale, donc à 14 chiffres, qui doit être juste. Voilà, tac. La ville de naissance, idem, vous commencez à taper, vous pouvez avoir du coup les informations qui vont défiler. Et la date de l'embauche. Donc au 2 janvier, en contrat indéterminé. Et si vous cliquez et que vous oubliez des choses, je pense que c'est peut-être déjà arrivé à certains d'entre vous, ça mettra un bandeau d'erreur. Et là, quand on regarde, qu'est-ce qui manque? Il manque le poste de travail. Ça le dit bien, merci d'ajouter un poste de travail. Et pour ça, du coup, quand vous cliquez sur « Ajouter un poste de travail », ça va vous proposer dans la liste tout simplement les postes de travail qui sont en visible dans l'onglet poste de travail. Et donc là, j'ai créé le poste de secrétaire. Donc, on va attribuer le poste de secrétaire. Quand on attribue un poste de travail, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ressemble un petit peu au risque qu'on a déjà vu par avant. En fait, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a créé un poste de travail et qu'on va l'appliquer du coup à un salarié. Et que par défaut, il va donner tout ce qui est déjà dans l'onglet secrétaire.
En fin de compte, cette secrétaire-là, eh ben, elle n'aura pas d'habilitation électrique. Et pour ça, vous pouvez tout simplement la décocher. Et donc, si elle n'a rien, eh ben, du coup, elle sera forcément SIS. Donc, cette secrétaire-là n'aura pas d'habilitation électrique. Et on ajoute du coup le non-risque. Donc, vous voyez que sur cette carte-là, on va avoir tout ce qu'il faut pour l'état civil et tout ce qu'il faut pour l'emploi, avec le poste de secrétaire sans suivi particulier. À ce moment-là, quand toutes les astérisques sont rentrés, eh ben, vous pouvez enregistrer. Quand l'opération se fait bien, il y a un bandeau vert en mettant que l'opération a réussi. Et une petite couleur qui marque que la création est en cours de validation par le service de santé au travail. Encore une fois, les informations que vous allez rentrer maintenant ne seront actives dans notre logiciel que demain. Et donc, il y a des choses, il faut juste attendre le lendemain pour que ça soit actif dans notre logiciel. Ça, c'est la création. La création est assez simple. Ça nécessite juste d'avoir les informations au préalable déjà un petit peu empaquetées. Maintenant, comment faire pour modifier un salarié? Donc, modifier certaines informations. Donc, Marc a tout faire. Et ben, du coup, il va changer certaines choses. Enfin, on va devoir lui changer certaines choses. Vous voyez qu'il y a certaines informations qui ne sont pas modifiables, notamment le nom de naissance, le nom de naissance, la date de naissance, la date d'embauche, etc., etc. Maintenant, il y a des choses qu'on peut modifier, notamment l'adresse, le nom d'usage si, par exemple, il y a un statut marital, et la date de départ, donc si le salarié sort de l'effectif. Maintenant, une question qui nous est revenue depuis l'ouverture du portail, c'est en fait mon salarié est en CDD et ben, du coup il passe en CDI. Comment est-ce que je fais pour le faire passer en CDI? Alors la question à se poser, c'est à quelle date a-t-il terminé son CDD? Donc prenons l'exemple de monsieur Marc à tout faire qui du coup est passé en CDI au 2 janvier. Pour ce faire, il va falloir entre guillemets, clôturer le CDD et pour ce faire, cliquer sur la petite poubelle fin de contrat et donc mettre que la fin du contrat en CDD se terminait du coup au 1er janvier 2021. On enregistre et donc il faut lui rajouter un contrat parce que vous ne pourrez pas enregistrer s'il n'a pas de contrat de travail et il faudra ajouter un nouveau contrat. Vous voyez que ça met directement au 2 janvier. Et ce contrat-là, du coup, ça va être un contrat à durée indéterminée. Voilà comment on passe un salarié d'un CDD à un CDI. Idem, monsieur Marc à tout faire n'est plus agent de nettoyage. Comment faire pour changer le poste? Donc pour ce faire, vous allez devoir également clôturer le poste. Donc cliquez sur fin de poste. À quelle date a-t-il changé de poste? Eh bien là, il a eu de la chance, il y a une super promotion. Il est du coup il est passé en CDD, en CDI et en plus a changé de poste. Donc au 1er janvier 2021, il n'est plus agent d'entretien. Et pour ce faire, vous voyez que ça raye également les risques associés au poste de travail. On lui rajoute un poste de travail à partir là du 2 janvier. Et quel est le poste de travail? Du coup, il va être, il a de la chance, il va être infirmier. Et infirmier, du coup, lui, il va par exemple travailler de nuit. Et donc, lui seul va travailler de nuit. Et on ajoute donc le poste de travail, on lui rajoute un nouveau poste de travail ainsi que des risques particuliers. Et voilà comment ça se passe, en tout cas sur le portail. Vous voyez que les données barrées, en fait, vont être les modifications. Donc, il a été en CDD du 01-01-2018 au 01-01-2020 et que depuis le 02-01-2021, il est en CDI et qu'il a changé de poste, qu'il n'est plus agent de nettoyage, mais qu'il est infirmier. Le reste des informations ont été vérifiées et on clique sur enregistrer. Le bandeau vert marque que c'est une opération réussie et que les informations ont été modifiées pour Marc à tout faire. Là encore, vous voyez qu'il y a des modifications en cours de validation par le service de santé au travail et que ces informations-là nous arriveront d'ici demain dans notre logiciel. Enfin, du coup, non. Donc, voilà comment modifier des informations d'un salarié.
Maintenant, on vous propose de travailler sur la sortie des salariés. Parce que pour faire la déclaration des effectifs, eh ben, du coup, on a besoin de travailler sur les postes de travail, créer des nouveaux salariés, modifier ceux existants et faire sortir ceux qui ne font plus partie de l'entreprise au 1er janvier. Et pour ce faire, je dirais rien de plus simple. Vous allez sélectionner le ou les salariés sortants. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et cliquer sur les 3 petits points de côté sur la droite. Cliquez et vous cliquez ensuite sur sortir de l'entreprise. Là, vous voyez qu'on a 3 salariés qui sont en départ. On a sélectionné 3 avec le nom, prénom des personnes qui sortent et vous allez pouvoir appliquer une date de départ, donc à la date que vous souhaitez. Ça peut être des salariés qui ont quitté même en 2020 encore. Si tous sont partis à la même date, vous pouvez appliquer à tout le monde. Sinon, il faudra cliquer sur suivant. Je vais juste peut-être pas le faire sur celui-là parce que c'est notre truc de base. Vous pourrez cliquer du coup sur suivant et quand vous n'avez plus qu'un, ce sera sur terminé. Et quand vous allez faire ça, donc là, on va la faire sortir du coup fin décembre. On clique sur terminer et vous voyez qu'elle va disparaître de vos salariés actifs et qu'on va la retrouver parmi les salariés inactifs parce qu'elle est bien sortie en 2020 et qu'elle n'est plus là à ce jour. Donc, vous voyez aussi qu'on peut jongler entre les salariés actifs, inactifs et tous les salariés si vous souhaitez faire un bilan, un point en fait sur les salariés que vous avez. Pour ceux qui ont beaucoup de salariés, vous allez voir que parfois que vous pouvez avoir en fait une fenêtre en fait où vous allez pouvoir passer de la page 1, 2, 3 à 10 et normalement sur la gauche, vous pouvez sélectionner combien d'informations vous voulez à l'écran, entre 10 à 50 de tête. Et donc, même si vous avez 200 salariés, vous aurez minimum 4 pages à devoir voir au fur et à mesure. Donc là, on a déjà vu beaucoup de choses, comment mettre à jour ses coordonnées, mettre à jour la liste des postes de travail, créer des salariés, les modifier, les faire sortir. Une fois qu'on a fait ça, en fait, il ne reste plus grand-chose à faire. Il reste du coup à valider sa déclaration d'effectifs. Et pour ça, vous avez un bandeau à l'accueil, la déclaration obligatoire de vos effectifs pour l'année 2020 et il suffit de cliquer sur « Accéder à ma déclaration ». Quand on accède du coup à cet écran-là, vous allez avoir les informations récapitulatives pour 2021. Je vous rappelle encore une fois que c'est un effectif déclaré au 1er janvier 2021. Donc, les salariés que vous allez sortir le 6 janvier, par exemple, font partie de l'effectif déclaré au 1er janvier 2021. Et vous allez pouvoir vérifier en fait les salariés qui vont faire partie de votre déclaration en cliquant sur « Visualiser mes salariés » ou alors en cliquant sur les chiffres qui apparaissent là. En cliquant sur « Visualiser mes salariés », vous allez voir que l'effectif déclaré, ça va être du coup ces 3 personnes. Et une fois que, si on est d'accord du coup que ces 3 personnes font partie de l'effectif déclaré, vous allez cliquer sur « Valider mon effectif ». Vous revenez sur cette fiche-là. Donc, vous allez vérifier les coordonnées de facturation. C'est bien pour ça qu'on vous demande de les modifier au besoin avant de faire la déclaration. L'email de contact, l'email du déclarant, l'email de la personne en charge de la facturation. Le nom du déclarant, vu que vous avez renseigné des coordonnées dans les coordonnées, si vous choisissez que ça soit la personne du contact adhérent, on aura nous le nom de la personne. La fonction, vous mettez la fonction de celui qui déclare. Le mail également là, ça vous permettra surtout d'avoir un retour de mail pour dire que la déclaration a été bien envoyée et avec l'effectif du coup qui sera déclaré. Vous renseignez ces informations-là, vous cliquez sur « Vous certifiez sur honneur que vous avez vérifié les informations » et vous confirmez la déclaration. Encore une fois, une petite alerte pour dire est-ce que vous voulez bien la déclarer et vous recevrez du coup une copie de la liste sur l'adresse qui est renseignée. Et ensuite, vous cliquez sur « Confirmer » et vous aurez assez instantanément le mail récapitulatif et ce même mail-là nous sera envoyé. Et nous pourrons intégrer ensuite juste le fichier que vous nous avez envoyé dans ce qu'on appelle une box, donc pour garder trace en fait de votre effectif. Alors, j'ai juste vu une question qui est passée très rapidement, mais qui a dû être
où je pense M. Tavares ou M. Mercatoris ont déjà dû répondre, mais qui était très intéressante. Est-ce qu'on peut réintégrer des salariés? Alors oui, c'est tout à fait juste, notamment. Tout à fait, Jérémy, enfin Monsieur Ougier, effectivement, c'est le kebab en fait. Alors, J'ai répondu. quand effectivement on a notamment des CDD un peu à répétition, donc des personnes qui vont entrer, qui vont sortir, qui vont entrer, qui vont sortir, ben vous les verrez du coup dans les personnes inactives. Il suffit de cocher du coup la personne que vous souhaitez réintégrer et vous cliquez sur réintégrer à l'entreprise. Et dans ce cas-là, ben, il va vous dire vous êtes gentil, par contre, il faut juste lui réaffecter à quelle date vous l'avez réembauché et lui rajouter de nouveau un poste de travail. Voilà. Et si tout est déjà paramétré, que vos postes de travail sont clean, la réintégration d'un salarié, il n'y a rien de plus facile. Donc, vérifiez peut-être les informations. Il y a certaines informations qui peuvent changer, notamment si vous avez eu des CDD qui ne sont pas revenus depuis 1 ou 2 ans sur le nom d'usage. Alors, mon numéro de sécurité sociale ne devrait pas changer, mais l'adresse qui peut changer également. Et une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur Terminer. Et encore une fois, nous aurons l'information le jour d'après et le salarié repasse dans les salariés actifs, tout simplement. Donc, merci pour cette question-là. Alors, question, est-il possible de modifier le nom de naissance? Alors, pas pour vous en tout cas. Les adhérents n'ont pas possibilité de modifier le nom de naissance parce que par définition, le nom de naissance ne devrait pas changer ou pas changer souvent. Si par contre, il devait y avoir une grosse modification du nom de naissance, dans ce cas-là, il faudra vous rapprocher de votre assistante de référence pour qu'elle puisse faire la manipulation et vous aurez du coup l'information le lendemain dans votre portail. Alors, votre déclaration, en fait, elle est terminée. Vous l'avez faite. Félicitations. Donc, vous avez vu que ce n'est pas très compliqué et ça nécessite de passer par ces différentes strates. Normalement, quand vous avez eu vos identifiants de connexion, vous avez eu également un PDF donc, qui vous explique un petit peu tout ça. Là, c'est juste plus facile de vous montrer en vrai, en vidéo, de comment ça se passe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde aux quelques questions et qu'on termine en faisant les factures et les consultations après? Et on peut faire un point sur les quelques questions qui restent Jérémy, ouvertes. Monsieur Auger, j'avais une question, moi, en fait. Mince alors, ça y est, elle me revient plus. C'est le monsieur Auger qui perturbe. Ouais, c'est ça. Alors, j'avais lancé une ligne à la mer, en fait, à propos de la question, pour inviter la personne à lever le doigt ou éventuellement la poser en direct. Monsieur Machcourt, peut-être, non? Monsieur Mikuchi, je ne sais pas si je dis bien je prononce bien. Alors, il y a deux personnes qui ont levé la main. Ouais, Monsieur Tavares, à vous de jouer. Donc, j'ai donné la parole à monsieur. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, très bien, oui. Donc, je suis François Micucci, je suis gérant de la coopérative Antigone à Strasbourg. Et oui, j'avais une question, c'était plus sur, voilà, j'ai posé déjà quelques questions sur l'interactivité de votre plateforme, mais bon, apparemment, c'est pas. Et justement, un des points que je souhaitais savoir, c'était si on pouvait intégrer dans le profil du salarié son adresse mail afin qu'il puisse recevoir directement les convocations à la visite médicale. Alors, pour ce qui est des adresses mail du salarié et éventuellement son numéro de téléphone portable, c'est possible, mais ce sont des assistantes qui recueillent ces informations-là directement auprès du salarié lors de la venue du salarié. Donc, on demande au salarié son accord. D'accord. Mais moi, pardon, je reprends la parole, excusez-moi, de manière un peu abrupte. Moi, la question que je me posais, c'est qu'à partir du moment, il y a donc la possibilité, il y a deux types de convocations dans notre logiciel métier, ce qu'on appelle des convocations groupées, c'est-à-dire qu'à un employeur, on va envoyer la liste des prochaines convocations visites médicales de plusieurs de ses salariés, et il y a la possibilité également d'envoyer une convocation individuelle, donc directement au salarié. La chose dont je ne me souviens plus, c'est lorsqu'on génère une convocation chez nous, c'est envoyé à l'adhérent, donc à l'employeur. Est-ce que c'est également envoyé aux salariés en direct? Je ne sais plus.
Normalement, pour l'instant, non, puisque la consigne est c'est à l'adhérent de donner des convocations à ses salariés. Et si la date à laquelle on a convoqué le salarié ne convient pas, l'adhérent doit contacter l'assistante pour demander éventuellement un changement de date. Donc, on laisse toujours la main à l'adhérent et au chef d'entreprise pour valider ou pas la date qui est proposée. Et c'est pour ça que ça passe forcément par l'entreprise. Est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, voilà. Oui, on va dire oui. Bon, la réponse ne me satisfait pas terriblement, mais en tout cas, voilà, la réponse est là. En tout cas, merci beaucoup. Merci. En tout cas, monsieur, je me permets juste de reprendre la parole parce que ouais, sur le chat, en direct, effectivement, monsieur a posé beaucoup de questions, je le remercie. Hein. Et il y avait une question qui était fort intéressante, c'était sur la possibilité d'intégrer en lot, donc de manière automatique via un fichier externe, finalement sa déclaration de salarié. C'est-à-dire qu'on injecterait dans l'espace adhérent, enfin vous injecteriez un fichier Excel qui contiendrait la liste de vos salariés et ça fait automatiquement la mise à jour. C'était une question très pertinente. Alors, l'espace adhérent qu'on vous met aujourd'hui à disposition, pour rien vous cacher, c'est un produit qui est, il n'est pas en fait il n'est pas tout à fait tout neuf. Ça fait déjà quelques mois qu'on travaille dessus, qu'on l'a beaucoup amélioré. Et la prochaine étape, c'est ça, c'est qu'on arrive justement à vous libérer de l'interface Internet et que vous puissiez injecter des fichiers Excel. Maintenant, on n'y est pas encore aujourd'hui, mais j'espère que l'année prochaine, on organise à cette même époque un webinaire pour vous annoncer la bonne nouvelle. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Très bien, merci. Je vais donner la parole à Monsieur Machkour qui avait également levé la main. Allô? Oui, on vous entend, Monsieur Machkour. Oui, bonjour à tous. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est à nous de créer la liste des postes ou c'est un choix sur une liste de base existante? Alors, vous avez par défaut des postes qui existent déjà dans votre entreprise si vous êtes déjà chez nous et que vous avez déjà des salariés. Les postes, ils existent, ils ont été créés par nos assistantes médicales au fur et à mesure que vos salariés ont été déclarés chez nous sur la base des déclarations que vous aviez faites les années précédentes. Simplement, sur ces postes-là, il faut être vigilant puisque si vous n'aviez auparavant sur un certain nombre de postes pas déclaré les risques liés à ce poste-là ou si vous n'aviez pas déclaré le code PCSSD qui correspondait à votre poste, vous avez des informations qui vont être notées comme étant à renseigner. Et donc, pour que la déclaration se fasse correctement, il faudrait rentrer dans le poste et mettre à jour les informations du poste pour que ça se passe correctement. C'est à nous de créer les postes, en fait, la liste. Il y a déjà une liste existante, c'est soit à la modifier, soit créer des nouveaux postes si les postes n'existent pas. D'accord. Je vais en profiter pour poser la question de ma collègue Christine Joie, parce qu'elle a posé sur le chat, mais bon, ça n'a pas été répondu, je ne sais pas si c'est suivi. Donc, en fait, dans le cas d'une reprise d'entreprise, est-ce que les identifiants et les mails de contact devront changer? Alors, tout dépend en fait de la reprise d'entreprise. Si l'entreprise est reprise telle qu'elle et que la structure ne change pas, c'est-à-dire que le numéro de SIRET, l'adresse, le nom de l'entreprise ne changent pas, dans ce cas-là, vous avez un identifiant, un mot de passe sur lequel vous pouvez vous connecter et continuer à vous connecter et vous pouvez apporter vous-même les modifications des coordonnées des personnes à contacter. Si par contre votre entreprise change complètement de structure, c'est-à-dire que le nom de l'entreprise va changer et que votre numéro de SIRET va changer, dans ce cas-là, il faudra nous envoyer un mail à l'adresse de la CST, donc santé-au-travail@act-strasbourg.com et signaler en fait les changements et les changements seront pris en compte par le service adhérent qui fera des modifications et qui vous renverra à ce moment-là un nouvel identifiant et un mot de passe. Dans notre cas, en fait, c'est juste la dénomination de la société qui change, hein, pas le numéro de SIRET. D'accord. Pour changer la dénomination de l'entreprise, il faudra quand même envoyer un mail au service adhérent, mais par contre, votre identifiant et votre mot de passe ne changera pas puisque l'entité, le numéro d'adhérent ne va pas changer. D'accord. Donc, il faut déclarer quand même le changement de dénomination. Il faudra déclarer le changement de dénomination parce que vous ne pourrez pas le faire sur le portail. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Jérémy, je pense que c'est bon. En tout cas, je ne vois pas d'autres mains levées pour l'instant. Non, tout à fait.
Alors, ça rebondit très bien, du coup, là, la dernière question, par rapport aux coordonnées que vous ne pouvez pas modifier. Donc, on vous a dit, on vous a créé une foire aux questions qu'on a beaucoup complétée la semaine dernière avec les premières questions qu'on a eues de la part d'autres adhérents. Donc, pour ce faire, vous l'avez sur la page d'accueil. Donc, vous descendez jusqu'en bas et vous avez ce qu'on appelle la FAQ, ou vous l'avez également de côté, la FAQ, ça pointera exactement au même endroit. Et en cliquant dessus, ça vous ouvrira une nouvelle fenêtre avec d'un côté, du coup, les questions que vous pouvez vous poser. Et si vous cliquez dessus, vous aurez la réponse qu'on a essayé de formaliser. Donc, vous trouverez déjà beaucoup d'informations sur la foire aux questions. Notamment, comment modifier des coordonnées de facturation qui ne sont pas modifiables. Vous l'avez bien vu, il y a certaines informations qu'on ne peut pas modifier. Et dans ce cas-là, ce qu'on vous propose, c'est de passer par la foire aux questions. Alors, ce qui est en astérisque, on vous demande de le mettre notamment pour pouvoir traiter le mail assez rapidement. Donc, en mettant le numéro d'adhérent, donc je ne sais pas, la semaine après quoi. Je ne sais pas pourquoi celui-là me vient en tête. Le nom de la structure. Et en fait, ce que vous ne pouvez pas changer, notamment, c'est le nom de la structure, l'adresse, code postal et ville. Si le numéro d'adhérent ne change pas, vous pouvez aussi mettre ce que vous voulez faire changer. Et vous allez cliquer sur ensuite Envoyer. Quand vous allez cliquer sur Envoyer, ça va ouvrir normalement, alors je ne sais pas si là vous le verrez, mais ça ouvre en fait ma boîte mail avec directement mis à qui ça va être envoyé. Donc, ça sera envoyé à santé-o-travail@acst-strasbourg.com avec du coup en objet demande de modification de coordonnées de facturation et les informations que vous avez pré-remplies vont être reprises directement dans le mail. C'est une technique qu'on a trouvée pour justement pour vous faire envoyer les modifications au service adhérent qui s'occupera et qui se chargera de modifier les coordonnées dans notre logiciel et les coordonnées seront du coup modifiées pour vous le jour d'après. Donc, vous verrez la modification le jour d'après, dans les jours en fait, qui viennent après la prise en compte du formulaire. Donc, c'est effectif pour les coordonnées de facturation, pour les coordonnées principales, notamment s'il y a un changement de tirette, et pour les coordonnées de convocation, s'il y a du coup quelque chose qui change à ce niveau-là. Concernant les coordonnées de convocation, la petite note en plus, si la personne qui s'occupe des convocations change dans votre entreprise, il serait vraiment très, très fortement intéressant d'en avertir également l'assistante avec qui l'entreprise travaille pour lui dire que la personne en charge du suivi de la santé au travail change également. Et pour ça, vous pouvez contacter directement votre centre, l'assistante de référence, en cliquant là sur les interlocuteurs et notamment sur la prise de rendez-vous ou effectif. Et vous allez pouvoir faire un contact par le portail et ce sera envoyé du coup à votre assistante de référence. Et ça envoie un mail qui est formalisé et qui est assez bien fait. Et donc ça, ce sont des mails que les assistantes pourront traiter. Notamment, l'objet, ça va être changement de coordonnées, de personnes de référence. Et vous expliquez que dorénavant, c'est tel et tel qui s'occupera des convocations, etc. etc. L'information, elle sera plus sympathique, je dirais, pour les assistantes qui sont quand même votre premier relais au niveau des entreprises. Donc voilà, si vous avez des changements, en tout cas un changement de personne de référence en convocation, n'hésitez pas à en faire part aux assistantes également. Tac. Donc là, on a un petit peu dévié. Je reviens du coup à la foire aux questions. Donc, n'hésitez pas déjà à regarder quand vous avez une question qui vous taraude. Est-ce que du coup, il y a déjà quelque chose qui est là? Et si jamais, du coup, si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans la foire aux questions, dans ce cas-là, sur le menu d'accueil, vous avez également un onglet qui est un incident technique. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Ça ouvrira votre boîte mail avec comme mail to, donc à qui vous allez l'envoyer espace.adhérent avec un s @acst-strasbourg.com, qui est du coup une adresse générique sur laquelle on va être plusieurs à recevoir votre mail et on pourra y répondre. Donc là, normalement, quand vous avez reçu vos identifiants, il y avait une adresse justement également espace adhérent, sauf que c'était espace-adhérent.
Donc, soyez bien vigilants, c'est bien espace.adhérent qui est la bonne adresse pour nous contacter. Voilà. Et enfin, pour les interlocuteurs. Monsieur Lougier, je me permets de reprendre la parole. J'ai une question en direct. Oui. Y a-t-il une possibilité d'extraire un tableau avec tous les salariés et date de visite médicale? Alors, oui. Oui. Ça venait juste un petit peu après quand on va parler des consultations et absences. Donc, je le garde sous la main, Madame Dersch, il n'y a pas de souci. Pardon, je t'ai spoilé. Non, il n'y a pas de il y a pas de souci. Donc, Jérémy, je me permets, il y a également une autre question, mais je pense qu'on va peut-être le voir après, qui est posée. C'est lorsqu'on souhaite planifier un rendez-vous, la liste des salariés proposés dans le menu déroulant, c'est l'ensemble des salariés, dont les inactifs. On demande si on peut changer ça pour proposer uniquement les salariés actifs. Ça, du coup, du point de vue de notre paramétrage, à notre niveau, mais je crois qu'on peut sélectionner en haut à droite, mais juste à vérifier si vous voulez bien peut-être faire le test en direct. On regarde du coup après pour ça, pas de souci. Je vais juste terminer du coup sur les interlocuteurs et après on vient du coup à la partie planification de rendez-vous, visite, consultation et tout qui vous je sens que vous êtes en haleine là. Donc pour tout ce qui est facturation, mais en fait c'est le même principe. Si vous cliquez là sur une question sur ma facturation, ça ouvrira votre boîte mail avec du coup l'adresse santé-au-travail@acst-strasbourg.com qui est du coup l'adresse du siège et donc les personnes qui sont en charge de cette adresse mail vous contactent ou recontacteront ou alors prendront en charge votre mail. Très bien. Donc là, par contre, si vous traitez les questions, moi, je ne les vois plus. Donc, il faut faire attention quand même. Donc, ensuite, alors, étape 7, c'était voir mes factures. Donc, pour ça, vous cliquez sur mes factures. Et quand il y a des factures, vous allez voir à quelle date ça a été émis, l'échéance de la facture, le numéro de facture et si elle a été réglée ou pas. Et vous pouvez, quand elle est rouge, télécharger du coup la facture et ce sera un petit PDF que vous pourrez ensuite classer. Il n'est pas possible de payer sur l'espace adhérent. Donc le paiement se fera de la même manière que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc soit par virement, soit par chèque, si je ne me trompe pas. Et enfin, je vais voir avec vous donc la liste des consultations, des absences, des rendez-vous, etc. Donc, dans la gestion au quotidien, vous allez avoir, je reviens juste en arrière, un onglet qui s'appelle la consultation de mes salariés. Là-dessus, vous allez justement avoir l'intégralité des salariés qui ont effectué une visite. Donc, vous avez la date, vous avez le nom du salarié, le motif de la consultation. S'il y a un deuxième motif, donc par exemple, on peut voir des salariés en visite de reprise et on fait la visite périodique en même temps. La conclusion en fait qui s'ensuit, donc soit attestation suivie, soit apte en fonction de ce qu'il faut. Et également s'il y a des commentaires. Donc les commentaires, ça peut être des préconisations émises par le médecin du travail, donc en vous demandant d'aménager les horaires de travail, etc. Ou alors des aménagements ou des restrictions par le médecin du travail. Et si le salarié est absent, vous aurez une petite coche sur le « est absent ». Et la question, c'est est-ce qu'on peut extraire du coup un tableau avec les salariés, date de visite, etc. Eh bien oui, depuis là, on peut. Donc, vous voyez que là, on n'a que les salariés qui sont actifs. Il suffit de cliquer sur les petits documents et exporter. Alors là, je vous conseille tout en CSV parce que sinon, vous exporterez que du coup les 10 par page. Et je vous ai dit, on peut aller jusqu'à 100. Donc là, vous avez, comme dit, l'intégralité. Là, c'est un adhérent test, donc il n'y a pas grand-chose. Mais sur un vrai adhérent, vous avez l'intégralité qui remonte depuis 2017, je dirais, depuis qu'on a Metra. Et donc, cliquez sur là, exportez tout en CSV. Donc, le format CSV, c'est un format Excel qui n'est pas forcément très très joli, mais qui vous permettra en fait d'avoir l'intégralité des informations et vous pourrez ensuite faire des tris sur les colonnes, les choses comme ça pour regarder combien de personnes, combien de motifs, etc. Donc tout ça, vous pouvez le faire. De la même façon, vous pouvez exporter en fait la liste de vos salariés, qu'ils soient actifs ou inactifs.
Donc, si vous voulez exporter tous, vous les exportez tous. Et si vous voulez exporter que les actifs, ben, vous allez sur la liste des salariés, vous allez cliquer sur les 3 petits points et vous allez cliquer sur exporter. Oui, effectivement, il faut que je les sélectionne. Sur exporter et ça va recréer du coup de nouveau un export en CSV avec les informations, donc nom, prénom, date de naissance, contrat, poste, suivi, etc., etc., avec l'entrée et la sortie. Donc ça, à terme, je suppose, mais ce n'est qu'une supposition, et M. Mercatoris du coup pourra peut-être confirmer d'ici l'année prochaine, comme il vous l'a dit, que ce sera sous ce format-là qu'on pourra réintégrer du coup les salariés. Mais il manquera peut-être d'autres informations. Hein. Tac. Donc vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on arrive à voir depuis cet onglet, la consultation des salariés. Donc là, c'est sur ce qui est passé. Maintenant, il est aussi possible de voir ce qui est à venir. Et Jérémy, juste tant que vous êtes sur cette page-là, la question que j'avais relevée tout à l'heure, elle était par rapport à cette page-là, c'est le fait d'avoir les salariés, enfin a priori la personne, Madame Margogne, indiquait qu'il y avait la liste de tous les salariés dont les inactifs, et c'est ici qu'on peut préciser qu'on ne veut que les salariés actifs, et c'est sur la case en haut à droite, effectivement. Alors, il y avait ça, mais c'était surtout, je reviens, tant qu'on est sur cette page-là, vous voyez qu'on peut également faire une demande de rendez-vous. Donc, depuis cette interface-là, vous cliquez sur « Faire une demande de rendez-vous » et ça va vous ouvrir une nouvelle page. Et je crois que c'était de là dont parlait Madame, c'est que dans les salariés concernés, vous allez pouvoir aussi trouver les salariés qui sont peut-être inactifs. Mais ça, du coup, je dois juste vérifier parce que je ne vois plus très, très bien. Donc, vous voyez que là, ben, vous allez trouver votre salarié, vous allez cliquer dessus. Le motif, donc vous allez dire pour quel type de visite vous voulez que le salarié soit vu. Et là, dans les commentaires, ce qui serait génial pour nos assistantes, c'est que vous précisiez quand serait disponible le salarié. Des plages, en fait, pendant laquelle le salarié serait disponible pour éviter trop les ping-pong en fait, de mails pour qu'elle vous propose des rendez-vous qui ne correspondent pas. Vous allez redonner des dates, sauf que du coup, derrière, elles sont déjà prises. Donc, ça permet d'avoir un premier aperçu de quand est-ce que les assistantes pourraient vous proposer un rendez-vous pour le salarié. Il est possible aussi dans le champ commentaire et même ajouter des pièces jointes. Si par exemple le salarié a été victime d'un accident de travail et que vous voulez nous faire part de certaines informations, vous pouvez le mettre à ce moment-là. Une fois que du coup la demande, vous allez cliquer là où il faut, vous allez cliquer sur envoyer la demande. Et dans ce cas-là, c'est un mail que nous allons recevoir avec du coup la demande, pour quel motif, pour quel salarié, et l'assistante reviendra vers vous quand la demande aura été faite et traitée. Alors, je me permets juste d'intervenir parce que tout à l'heure, il y avait effectivement une question dans le fil de discussion de savoir s'il était plus pertinent de contacter directement la secrétaire médicale par sa boîte mail ou alors est-ce qu'il fallait passer par l'interface du portail. La réponse est ça ne change pas grand-chose. Dans les deux cas, vous enverrez un mail en fait à la secrétaire médicale. Donc, j'ai envie de vous dire, ne changez pas vos habitudes de communication avec l'équipe référente. Voilà, exactement, ouais. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec M. Mercatoris. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, il y a une facilité aussi de communication avec les assistantes et elles nous ont clairement dit la même chose en disant non, nous les adhérents, ils ont nos mails, et continuez comme ça en fait. Vous avez la chance d'avoir des personnes qui sont assez réactives, d'avoir des assistantes qui sont assez réactives et qui permettront de passer, alors, soit vous passez par le portail, soit par un mail normal, ça changera, comme dit, absolument rien. Le portail, l'espace adhérent, c'est juste un nouveau canal de communication qu'on vous ouvre. Évidemment, ça ne supplante pas les anciens canaux de communication. Hein, si vous aviez l'habitude d'échanger par mail, par téléphone, faites-le. J'ai envie de vous dire, par contre, il y a quand même un certain nombre d'opérations administratives courantes qui dorénavant seront à réaliser avec l'espace adhérent, mais vous avez vu que c'est quelque chose de relativement ergonomique et intuitif. Je vous rends la parole, Monsieur Augier. Alors, Madame Magny, je ne vous oublie pas, j'ai vu la question, du coup, je reviens dessus après. Madame Doguin dit, c'est nous, employeurs, qui gérons les convocations de salariés sur la base de créneaux qui nous sont réservés par le secrétariat. Cette situation est-elle prévue dans la base?
Alors effectivement, il y a certaines assistantes en fonction de la taille de votre entreprise où elles vous prévoient en fait des créneaux, genre un créneau le matin, un créneau l'après-midi, plutôt le mercredi, plutôt le mardi. Donc ça, c'est plutôt quand on a des adhérents où on a un gros effectif, où effectivement on a toutes les semaines en fait des adhérents, des salariés de votre entreprise. Donc non, alors vous pourrez voir les plages qui vous sont dévolues, mais par contre, vous n'allez pas pouvoir placer les salariés comme vous le souhaitez sur le planning. Ça restera toujours à la main de l'assistante. Retenez, madame, le fait que la situation ne changera pas par rapport à telle que vous la connaissez actuellement. Voilà. Pardon. Ça ne va rien changer, le portail. Voilà. Le portail ne permet pas de placer des rendez-vous de votre côté. Il permet uniquement de visualiser les créneaux qu'on vous a éventuellement octroyés. Et donc, ce que vous pourrez faire, c'est qu'une fois que sur notre logiciel, la secrétaire vous aura alloué des demi-journées de consultation, elles seront à J+1 visibles sur votre espace adhérent. Voilà, en espérant avoir répondu à votre question. Merci. Donc, encore une fois, là, la demande de rendez-vous, ce n'est qu'une demande. C'est la secrétaire qui vous donnera le rendez-vous. Ce n'est pas parce que vous faites la demande que vous avez un rendez-vous à la date où vous souhaitez. Ce sera encore à voir en fonction des plannings du coup des médecins. Et tant qu'on est sur les rendez-vous, et Madame Magnier, je ne vous oublie pas, vous avez du coup également un autre outil qui est convocation et planning, donc ce que vient de dire Monsieur Mercatoris, pardon, et donc qui est de voir en fait les créneaux qui vous seront réservés. Donc là, sur l'adhérent test, malheureusement, on n'aura personne qui sera réservé, mais en fait, vous pouvez voir sur un mois, en fait, en cliquant sur rechercher, les plages qui vous seront dévolues, et également celles qui seront déjà attribuées pour des salariés. Et donc, vous aurez, alors peut-être que ça, je peux voir en remontant un petit peu loin. Ah bah, toujours pas parce qu'on a tout écrasé. Donc, je n'aurai pas de quoi vous montrer par contre là-dessus. Et si vous allez dessus, vous mettez la plage que vous voulez et vous cliquez sur chercher et vous verrez en fait avec qui a rendez-vous du coup votre salarié, si c'est avec le médecin du travail ou l'infirmier de santé au travail, pour quel motif. Donc ça, c'est la nature de convocation, l'heure de rendez-vous, donc le salarié, où ça, donc le lieu en tout cas, donc si c'est soit dans votre entreprise, soit du coup dans nos locaux, et si la convocation a été effectuée, et quand elle a été effectuée, vous pouvez par ce biais-là faire une demande d'annulation du rendez-vous. Encore une fois, soit vous le faites par là, soit vous le faites par mail directement. Par mail directement, l'avantage, c'est que l'information, elle arrive vraiment en direct chez l'assistante et que ça vous permet, au pire, avec un coup de fil, plus facilement de trouver un créneau plutôt que de vous envoyer 16 mails avec les assistantes pour dire que ah ben non, là, ça ne va pas, là, ça va, là, ça ne va pas. Donc, je vous conseille, pour des rendez-vous un peu compliqués, d'appeler les assistantes. Monsieur Augier, je me permets de réintervenir, s'il vous plaît. On a 2 questions dans la file d'attente du chat. Alors, ce n'est pas à régler tout de suite. Je vous laisse juger de la pertinence selon ce qui découle de la suite. Ouais. Bah justement, là-dessus, en tout cas, c'est terminé. Et puis, je revenais du coup sur la gestion des salariés pour d'abord répondre à Madame Mani et ensuite à Madame Mardagne. Donc, non, pour la consultation, ce sera du visuel pour vous. Ça vous permettra aussi de voir un petit peu qui a rendez-vous quand, tout simplement. Donc, je retourne à l'accueil et on va essayer de répondre du coup à Madame Mani. Donc, si j'ai un faux code PCS, est-ce que je peux le modifier? Alors oui, tout à fait. Par exemple, ma secrétaire, en fait, c'était pas une vraie. En fait, on peut changer tout le poste. Par contre, alors juste, soyez vigilants. Si vous aviez, je sais pas, une cinquantaine de secrétaires, si jamais vous changez le nom du poste de secrétaire en mettant par exemple secrétaire adjointe, il faut savoir que ce sera affecté aux 50 secrétaires actuels. Donc, ça veut dire que si par exemple vous voulez faire passer une secrétaire en secrétaire adjoint, vaut mieux pour vous créer un nouveau poste qui s'appellera secrétaire adjoint et l'affecter à une personne. Là-dessus, si vous faites des modifications sur un poste de travail, ça fera une modification, ce qu'on appelle en lot. Donc, ça va l'affecter à tous les salariés qui portent ce nom de poste. Donc, alors, par exemple… Monsieur Augier, pardon. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'un cas unique, probablement une erreur de code PCS sur un salarié unique. À ce moment-là, je pense que la question était de savoir si, une fois que ce poste il a été attribué au salarié, quand je vais sur la fiche salarié, est-ce que j'arrive à le modifier depuis là? Alors, du coup, on va aller dans un salarié.
Ce sera peut-être plus En facile. fait, c'est le cas usuel. Il y a beaucoup de choses que quand elles sont erronées, il faut d'abord les clôturer avant de les recréer juste. Alors, on C'est va ce qu'il y a reprendre. sur la foire aux questions sur votre espace adhérent, en fait. C'est expliqué sur la FAQ. Alors, par rapport au code PCS, c'est un petit peu différent parce que le code PCS, il est accolé, si vous voulez, à un poste de travail. Donc, vous n'allez pas pouvoir changer uniquement le code PCS. Là, si vous êtes trompé en fait dans la création d'un poste de travail avec un code PCS qui n'est pas le bon, dans ce cas, il faudra changer directement dans l'item en fait poste de travail. Là, par contre, si vous avez juste votre agent de ça ne fonctionnera pas. Si vous souhaitez, si en fait le code PCS du coup n'était pas le bon, donc là en fait je vous conseille vous voyez que là par exemple c'est infirmier, vous voyez que là en fait il n'y a pas de possibilité de changer le code PCS depuis en fait le salarié. Donc ça va nécessiter justement de le modifier depuis l'item. Je reviens juste. Il va falloir le modifier depuis le poste générique, hein, c'est ça? Exactement, depuis la gestion des postes de travail. C'est bien pour ça que j'étais entré par là. C'est toute la difficulté, en fait. Je sais que ça peut être contre-intuitif, en fait. Mais malheureusement, quand vous allez vouloir modifier un code PCS aisé d'un salarié, il va falloir passer par le poste de travail et non pas directement nominativement par le salarié. Toute la difficulté, elle est là. Mais en fait, c'est très simple une fois qu'on a pris le pli. Hein. Exactement. Une fois que c'est pour ça que je vous ai montré de prime abord en fait la gestion des postes de travail, parce que une bonne liste de postes de travail, ça vous facilitera grandement en fait la création et la modification des salariés pour la suite. Donc là, si vous souhaitez justement modifier un code PCS aisé, vous pouvez le faire depuis du coup ce module-là. Par contre, sachez que ça le modifiera, par exemple, on va le remettre, ça le modifiera en fait pour toutes les personnes qui portent l'intitulé de poste secrétaire. Donc, imaginons que ce n'était pas le 542, mais c'était le 461. Quand vous allez faire la modification, il va vous dire voilà pour combien de salariés ça va être répercuté. Donc là, vous imaginez que si vous en avez 10, du coup, ça va faire la modification du code PCS sur les 10. Par contre, si vous souhaitez qu'il n'y ait qu'une seule secrétaire, par exemple, qui a un code PCS différent parce que du coup, elle a un poste différent, dans ce cas-là, je vous conseillerais fortement de créer un nouvel intitulé de poste avec du coup un intitulé différent pour cette secrétaire qui serait par exemple montée en compétence. Merci pour ces éclaircissements. Alors, il y avait encore une autre question à peu près dans le même type, mais celle-ci beaucoup plus simple. J'ai détecté une erreur dans la liste de mes salariés, un CDI qui a été enregistré en CDD. Typiquement, c'est un salarié que une de nos entreprises aurait commencé par embaucher en CDD, qui après serait passé en CDI, mais que nous, on n'aurait pas eu l'info et qu'on n'aurait pas renseigné dans notre logiciel métier. Alors là, par contre, c'est quelque chose d'encore plus simple à modifier parce qu'on ne va pas passer par le poste de travail, mais directement par le salarié. Je vous laisse compléter, monsieur Ougier. Pardon, j'ai été trop rapide. Non, j'essaie juste de comprendre vraiment parce qu'il y a peut-être deux façons de répondre. Alors, soit ça peut être entre guillemets, une erreur de notre part, en fait, lorsqu'on a reçu le salarié et où effectivement, vous n'avez rien d'autre que le CDD, alors qu'il a été, de base, il était en CDI. Dans ce cas-là, je vous conseille, parce que c'est assez rare, de vous rapprocher peut-être là de votre assistante, de l'assistante de référence, pour justement qu'elle fasse la modification directement dans notre logiciel. Par contre, comme le dit, si, et je suppose là, M. Mercatoris disait ça, si effectivement, par contre, c'était un CDD qui se transforme en CDI par la suite, du coup, là, je vous ai montré, et il suffira de clôturer en fait le contrat, qui est normalement là du coup est marqué CDD, et ensuite de rajouter un nouveau contrat en CDI. Alors, on a la réponse en direct. Oui, c'était bien une erreur à la base. Il a toujours été en CDI. Donc là, effectivement, c'est parfois des coquilles qui peuvent arriver. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre assistante en expliquant qu'en plus, vous avez participé au webinaire et qu'on vous a dit du coup de vous rapprocher de votre assistante en disant que il faudrait juste corriger cette information-là.
Et donc mettez bien les identifiants du salarié, nom, prénom, et dire que voilà, le contrat était, je ne sais pas, CDI du coup à telle date. Et donc, elle sera en mesure de changer. Par contre, encore une fois, vous ne verrez sur le portail l'information que le lendemain. Mais du coup, normalement, vous devriez le voir. Alors, je me permets d'intervenir parce que M. Tavares a sollicité une réponse en direct live. Alors, c'est peut-être une erreur de manip, M. Tavares? Non, c'était en fait, j'ai simplement répondu en disant que pour cette question-là, on répondait en direct. Donc, c'est ce que vous venez de faire, c'est tout. Parfait, désolé. Non, pas de souci. Je voulais juste apporter une précision supplémentaire concernant donc les demandes de modification, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail. Ça ne vous empêche pas de valider votre déclaration d'effectif. C'est pas parce qu'une personne est déclarée et est affichée sur le portail en CDD alors qu'il s'agit d'un CDI. Vous pouvez tout à fait faire la demande de modification à l'assistante et vous pouvez continuer votre déclaration et valider votre déclaration si le reste des informations, enfin, si les salariés présents au 1er janvier qui figurent dans votre liste est correct, vous pouvez tout à fait valider votre liste. La modification qui sera apportée sur le type de contrat de travail n'a pas d'incidence sur la liste des effectifs. Alors, je reprends juste la main. Monsieur Micucci, vraiment, je l'adore. Il nous pose une super question. Nouveau, est-il possible de créer des alertes sur les rendez-vous médicaux? Alors, j'imagine que éventuellement, ce qu'il a derrière la tête, c'est qu'il y ait des SMS qui seront envoyés à vos salariés, par exemple la veille du rendez-vous médical qui aurait été planifié chez nous, pour que ça leur rappelle. C'était à ça que vous pensiez éventuellement? Vu vous le pouvez petit prendre la smiley, parole en oui. direct. Monsieur Micucci, vous voulez prendre la parole en direct pour Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Ben, exactement, en fait, la question, c'est, nous, hein, dans notre esprit, on est plutôt à rendre on est un peu dans l'esprit comment dire, du temps du ministre de la Santé, Monsieur Kouchner, qui consistait à rendre le patient le plus actif et le plus maître de sa santé. Et donc, dans cet esprit-là, c'est oui, comment un salarié peut recevoir à la fois des alertes, qu'elles soient par mail ou par SMS, pour suivre ces rendez-vous médicaux. Je mets juste un petit… Parce que de mémoire, souvent, il arrive qu'on a des problèmes, nous, sur les transmissions de ces rendez-vous. Voilà. Alors, si je vous suis bien, on est dans l'éducation sanitaire ou thérapeutique du patient, en fait. C'est un peu cet esprit-là. Pardon, je suis tout à fait. Oui, tout à fait. Non, vous reformulez parfaitement. Je vois qu'on est tous les deux dans le domaine de la santé. Ça, c'est indéniable. Alors, je laisse peut-être Monsieur Tavares répondre sur ce point-là, en fait, la partie alerting, en fait, salarié pour renforcer, améliorer le présentéisme aux visites médicales. Ça fait effectivement partie des projets, mais malheureusement, ce n'est pour l'instant qu'une phase de projet. L'idée, c'est d'arriver effectivement à terme à pouvoir envoyer des SMS de rappel aux salariés directement pour leur rappeler la veille ou l'avant-veille que tel jour, ils ont un rendez-vous à telle heure. Pour l'instant, voilà, on est en phase d'étude, mais on n'est pas encore prêt à le faire tout de suite là, dans les prochains jours, semaines, mois. Dans la continuité de Pardon. Je voulais juste réintervenir là-dessus. Après, promis, je vous laisse la parole. Mais si j'ai, c'est que mon initiative personnelle, mais en tout cas, vous savez qu'on a un groupe de travail en interne sur l'amélioration de notre portail. S'il y avait une place à prendre d'un parti pris, d'un utilisateur, c'est vous que choisirez, en fait. Parce que là, vous devancez, en fait, un peu tout ce qu'on a derrière la tête. Vous êtes un peu trop en avance sur votre temps. Mais cela dit, c'est d'excellentes propositions, hein, vraiment. Je vous rends la parole. Alors, justement, dans cet esprit, j'avais une autre question. C'est pour moi, en qualité de gérant, je souhaite établir la qualité de service de mes collaborateurs qui sont censés suivre les salariés. Et est-ce qu'il est possible d'extraire un état du suivi annuel pour savoir, par exemple, combien il y a de salariés qui sont en retard sur leurs rendez-vous médicaux, par exemple. Je vais prendre cet exemple-là. Techniquement, c'est faisable, mais ça nécessitera, vous aurez sans doute, et encore, je dis peut-être une bêtise, mais dans tous les cas, si ce n'est pas possible de faire avec le suivi des visites médicales via le portail adhérent,
votre secrétaire médical aura la main, elle, pour éventuellement requêter et exporter sous forme d'état, comme vous évoquiez. Je vois que vous êtes très au fait des termes informatiques. C'est techniquement possible. Je laisse mon collègue et M. Tavares compléter la réponse au besoin. Merci. Merci. Oui, comme dit, pour l'instant, vous n'avez pas la possibilité d'avoir la prévision de visite en fait sur le portail adhérent. Ça juste d'un point de vue, on va dire, protection des données personnelles des salariés. Secret médical, en fait. Jérémy, Voilà. il va comprendre, il est du domaine. Oui, mais voilà, secret médical, effectivement. Donc là, on est en train de travailler dessus aussi pour peut-être y pallier, mais sans vous donner la certitude, en tout cas, que ce soit faisable. Maintenant, effectivement, comme l'a dit M. Mercatoris, rien ne vous empêche d'envoyer un petit mail à votre assistante pour dire voilà, j'aimerais juste faire le point là sur les visites qui sont en retard, c'est à la refaire. Et puis après, du coup, de garder pour vous un tableau en fait, que vous allez suivre. C'est pas forcément quelque chose qui est réalisé en routine chez nous par les secrétaires médicaux avec tous les adhérents, mais sachez que si c'est un de vos besoins, on peut y répondre. En tout cas, peut-être si la secrétaire ne sait pas le faire, en tout cas, techniquement, c'est faisable et on pourra l'aider en se faire. Voilà. Ouais. Après, aujourd'hui, la crise sanitaire bouscule aussi beaucoup. Vous l'avez peut-être senti, en tout cas, les visites. Légèrement. Et il y a un décret qui est ressorti aussi, donc le 22, qui permet en tout cas de repousser un petit peu les visites qui seraient potentiellement en retard pour qu'on puisse s'atteler sur les personnes les plus fragiles et celles où une reprise de travail serait imminente. Donc c'est pour ça que certaines visites périodiques ne vous ont pas forcément été distribuées ces derniers mois. On fait avec vraiment là ce qu'on a comme énergie, comme temps, comme sollicitation également. Et donc, voilà, les assistantes sont très attachées aussi à essayer de vous fournir un service de qualité et essayer de vous fournir du coup les visites quand vous les demandez. Aujourd'hui, voilà, la situation fait que ça peut être un petit peu difficile pour certains et certaines d'avoir des visites périodiques qui sont ou voilà, pour des personnes qui vont bien, oui, il s'est marqué à vous revoir dans 2 ans. Aujourd'hui, le décret nous permet d'allonger un petit peu quand même ce delta, quoi. D'accord. Donc voilà, pour répondre un petit peu sur le délai. Madame Doguet, est-ce qu'il y a écrit si c'est en présentiel ou en téléconsultation? Oui, en fait, dans la consultation de mes salariés, vous aurez en deuxième motif, vous voyez téléconsultation. Donc, vous avez le motif principal, on demande du coup aux équipes médicales de mettre quel est le vrai, on va dire, type de visite, donc que ce soit une visite de reprise, visite périodique, et en second motif, en fait, si c'est une téléconsultation. Je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais je vais juste compléter le choix que la visite se fasse en téléconsultation ou en présentiel revient toujours au médecin du travail. C'est au médecin de décider s'il souhaite voir tel ou tel salarié d'une manière ou d'une autre. Et pour en revenir voilà, à la situation sanitaire, c'est vrai qu'on essaye de limiter donc les flux en fait, dans nos services, dans les centres. Et donc, il se peut que certains salariés soient vus en téléconsultation, d'autres pas. Et c'est voilà, un travail aussi en amont. On regarde un petit peu s'il y a des antécédents, s'il y a des choses particulières en fonction de l'entreprise. Et donc, effectivement, c'est le médecin du travail qui décidera in fine de proposer une téléconsultation ou une visite en présentiel. Encore une fois, pour les téléconsultations, on demande aussi à ce que les salariés soient dans un endroit, on va dire, sécurisé pour justement garantir le secret médical. Hein. Alors, par contre, je pense que la question, c'était plutôt de savoir pour l'adhérent, pour l'employeur, si cette information du présentiel ou à distance remontait au portail. Auquel cas, je crois que la réponse est non. Pour autant, évidemment, si on a organisé une visite médicale en téléconsultation avec votre salarié, entre guillemets, évidemment qu'il aura été prévenu en amont et qu'il aura eu toutes les modalités pratiques pour que ça se fasse bien. Si c'était effectivement le sens de votre question. Sinon, Madame Doguet, je vous invite à prendre la parole, en fait. Ça sera peut-être plus simple. J'allais dire, ouais, plutôt qu'on suppose. Ouais. Allez-y, on vous écoute. Nous, on se fait nos films, allez-y. Vous avez éventuellement peut-être un problème de micro ou sinon essayez de répondre en direct live sur le fil de chat. On le voit en direct.
Non, elle a peut-être un petit problème technique. Ah, ça arrive. Ouais, bah cool. Bah, merci. J'en profite pour lancer un appel. Je pense que là, on a déjà pas mal fait le tour. Vous avez eu beaucoup d'informations à assimiler en même temps. J'imagine que ça a été dense. Alors, c'était du one-shot, hein, évidemment. S'il y a une information que j'ai envie de vous laisser là, c'est s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail partagée espace.adhérent@acst-strasbourg.com. Actuellement, ça va. On arrive à garantir avec M. Ougier, M. Tavares et quelques autres collègues des temps de réponse tout à fait satisfaisants sur cette boîte mail entre guillemets hotline. N'hésitez pas à nous solliciter là-dessus. Et sinon, surtout, si vous avez des dernières questions, là, je vous laisse la parole, hein, j'arrête de parler. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions. Voilà, on nous demande de remettre. Voilà, alors, on nous demande de mettre l'adresse mail, ouais. Ah bah Jérém, tu peux peut-être l'afficher à l'écran si tu l'as quelque part. C'était espace.adhérent sans accent au singulier @acst-strasbourg.com. Super, Madame Lucas, si ça vous a aidé, c'est tant mieux. Merci, Madame Lucas, c'est bien. On ne pensait pas faire un tuto, hein. C'était juste un webinaire, mais ça va au-delà de nos espérances. Ouais, j'en profite. Merci à tous pour les messages de remerciements qu'on a eu entre-temps. Là, c'est vrai qu'on est parti de 55, on est plus que 33 maintenant. Il y a des gens qui ont dû s'absenter, mais on a eu beaucoup de messages de remerciements et ouais, ça nous fait chaud au cœur. Merci en tout cas pour vos retours. On s'est vraiment donné beaucoup de mal pour ce nouvel outil pour que tout se passe au mieux. Et vous voyez que on a à cœur de toute façon de répondre à vos demandes et de vous aider au mieux en fait dans cette phase de transition. On a conscience que pour nous, c'est un changement. Pour vous, c'en est un gros aussi. Et ma foi, faisons tout ce qu'on peut pour que ça se passe au mieux. S'il y a d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas. Ouh, j'envoie sur QR, là, ça n'arrête pas. Oula. Pardon, je voyais pas bien. Jérémy, tu nous écrivais en fait espace.adhérent au pluriel. Hein, j'ai dit une bêtise, c'est ça? C'est l'adresse, donc oui, j'ai fait un copier-coller en fait. Hein. Ouais, voilà. Meilleure méthode. Donc j'ai dit une bêtise, ouais, c'était adhérent avec S. Oui, oui. Je crois qu'on avait fait la même sur l'emailing d'ailleurs. Oui, oui, on a tout pareil. Tout pareil. On a tout pareil. Et encore une fois, si vous avez un doute, vous cliquez sur un incident technique et ça vous ouvre du coup votre boîte mail avec directement l'adresse espace.adhérent. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous planter. Voilà, entre-temps, on a encore des retours de Monsieur Mikoussi qui nous dit qu'il avait bien l'impression que c'était nécessaire. Nous aussi, hein, c'est pour ça qu'on l'a organisé. Je suis ravi que ça vous plaise. Et Madame Boss aussi qui nous remercie. Merci à vous, Madame Boss. Bon, a priori, il n'y a pas de nouvelles questions. Je vous propose donc d'en rester là et de terminer donc ce webinaire. Je tenais à tous vous remercier pour votre participation. On a eu énormément de questions et ça nous fait plaisir puisque finalement, on voit que cet espace adhérent suscite un engouement assez intéressant et on est là pour répondre à vos demandes. On reste actif sur la boîte mail espace.adhérent@acst-strasbourg.com. N'hésitez pas à nous contacter et si vous n'y arrivez pas par le mail, vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 03 88 32 44 44. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact si vraiment vous rencontrez des difficultés particulières. Merci encore à vous et je vous souhaite une très bonne soirée et au plaisir. Merci, au revoir à tous. Au revoir à tous.